Une mère ne laisse jamais sa fille aller seule aux toilettes. Mais lorsque le médecin a finalement découvert la vérité, tout s'est effondré. Bonjour à tous. Prenez un moment pour respirer et suivre cette histoire qui commence dans les recoins discrets d'une école ordinaire, où quelque chose d'inimaginable se produit sous le nez de tous. La cloche de la classe venait juste de sonner lorsque Madame Anna ouvrit son carnet de notes, ses yeux dérivant instinctivement vers la dernière rangée de la section de 8e année. Les élèves se dirigèrent vers leur siège, les rires fusant tandis que leur sac à dos tombait lourdement au sol. Mais Clara resta figée dans l'embrasure de la porte, les pieds cloués au seuil. « Clara ? Tu n'entres pas » demanda Madame Anna d'une voix calme, mais teintée d'inquiétude. La jeune enseignante, connue pour sa gentillesse et sa patience, surtout avec les élèves en difficulté, inclina légèrement la tête. Mais Clara ne bougea pas. Ses petites mains serraient si fort les sangles de son sac à dos que ses jointures en blanchissaient. Ses yeux étaient fixés sur le carrelage gris, ses lèvres pincées en une fine ligne exsangue. Quelques étudiants ont commencé à chuchoter. « Nous y revoilà » marmonna Sarah en levant les yeux au ciel depuis son siège près de la fenêtre. David, toujours le clown de la classe, fronça les sourcils. Elle ne vient pas de dire qu'elle allait aux toilettes? Pourquoi est-elle plantée là comme ça? Anna soupira doucement et s'approcha d'une voix douce. Clara, si tu as besoin d'aller aux toilettes, ça ne te pose aucun problème. Je t'ai déjà donné la permission. Mais tout le corps de Clara tremblait. Ses lèvres remuaient, mais aucun mot ne sortait. Ses yeux marron profonds brillaient d'une peur inexprimée. La salle s'emplit de rires légers et de regards en coin. Ils avaient déjà vu ça. Chaque semaine, comme sur des roulettes. Puis, par la fenêtre du couloir, une ombre familière apparut. Une femme élancée aux cheveux noirs tirés en arrière et au visage crispé par la tension. C'était Margaret, la mère de Clara. « Mon cœur, je suis là » appela Margaret d'une voix si douce qu'elle fit frissonner la pièce. « Viens avec moi. » La classe resta silencieuse, puis éclata en ricanements étouffés. Madame Anna essayait de se contrôler. « Madame Margaret, est-ce que ça recommence ? Elle a juste besoin d'aller aux toilettes. » Le regard perçant de Margaret parcourut la pièce. « Je suis là pour accompagner ma fille. Elle a besoin de moi. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de froid, de cassant. Sarah renifla. À son âge, elle a encore besoin de maman pour aller aux toilettes. Des rires résonnèrent dans la salle. David a mimé le fait de bercer un bébé invisible. Clara ne peut pas faire pipi sans que maman lui tienne la main. La tête de Clara s'affaissa. Ses oreilles étaient rouges de brûlure. Des larmes brillaient dans ses yeux. Son corps tout entier tremblait, sa silhouette frêle était visiblement au bord de l'effondrement. Anna s'avança d'une voix ferme. « Ça suffit. Du calme. Il n'y a pas de quoi rire. » Mais elle se tourna vers Margaret avec une urgence encore plus grande. « Madame Margaret, nous sommes dans une école. Cela affecte peut-être Clara plus que vous ne le pensez. Je sais exactement ce dont ma fille a besoin, » coupa Margaret froidement. « Je ne laisserai personne la toucher. Personne. » Son regard glacial balayait la salle comme si chaque élève et chaque professeur était une menace. Clara suivit sa mère d'un pas raide, la panique dans le regard. Les murmures s'amplifièrent à mesure qu'ils partaient. C'était toujours pareil. Chaque semaine. À la récréation, le même schéma se répéta. Clara resta penchée à son bureau, le front luisant de sueur malgré la fraîcheur printanière. Lorsque les autres filles s'invitèrent mutuellement aux toilettes, Clara secoua simplement la tête, les doigts noués dans ses manches. David finit par lâcher, « Tu as peur des toilettes ou quoi ? Il y a un fantôme là-dedans ?» Clara ne dit rien. Elle serra plus fort son sac à dos. Ses larmes s'accumulèrent. Sarah ricana. Elle n'a pas peur des toilettes. Elle a peur d'être sans maman. Elle pense probablement que sa maman est son pot personnel, ou quelque chose comme ça. Des rires éclatèrent. Clara s'enfuit dans le couloir, ses sanglots résonnant derrière elle. Anna observait, le cœur lourd. Elle savait que ce n'était pas qu'une anxiété enfantine. Mais chaque fois que l'école tentait d'intervenir, Margaret les bloquait, arborant ce sourire froid et crispé, sa voix étirée comme de la soie sur de l'acier. « Je connais mes droits » disait Margaret. « Je décide de ce qui est le mieux pour mon enfant. Si quelqu'un s'en mêle, je porterai plainte. » Le directeur James Martin avait tenté de la raisonner.
Mais Margaret était inflexible. L'affaire était dans l'impasse. Pendant ce temps, les autres étudiants commençaient à prendre leur distance. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. J'ai vu sa mère l'emmener aux toilettes comme un garde du corps, murmura David pendant le déjeuner. Même les animaux peuvent uriner tout seuls, ricana Sarah. Elle a 14 ans. C'est vraiment embarrassant. Partout où elle allait, Clara les entendait. Le bébé en couche. La fille qui est toujours sur le point de pleurer. Son visage s'est émacié. Les cernes se sont creusées sous ses yeux. Elle était terrifiée par la récréation, les toilettes, les couloirs. Et surtout, par sa mère. Margaret restait convaincue qu'elle protégeait sa fille. Mais Clara se noyait dans une cage de mensonges murmurés. La nuit, recroquevillée dans son lit, Clara entendait la voix de sa mère dans le noir. « Ne me quitte jamais, ma chérie. Tout le monde est dangereux. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Mais ces mots n'étaient pas un réconfort. C'étaient des chaînes. Le jour où la vérité éclata commença sous un soleil de plomb. La cloche de la récréation sonna. Les rires remplirent l'air. Clara était assise immobile à son bureau, les mains tremblantes, la vessie douloureuse. Les yeux rivés sur l'horloge. Sa mère n'était pas arrivée. Anna s'accroupit doucement à côté d'elle. « Clara, tu dois y aller. Tu n'as pas à attendre. » Clara secoua la tête avec frénésie. « Non. Je ne peux pas, maman a dit. Maman a dit que je devais attendre. » Sa voix se brisa. Les larmes coulèrent. De l'autre côté du couloir, Sarah ricana en donnant un coup de coude à David. On dirait qu'elle va encore disparaître. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman est en retard? La respiration de Clara s'accéléra. La douleur lui transperça le ventre comme des couteaux. Sa vision se brouilla. Elle se serra le ventre trop tard. Une tache sombre s'étendit sur sa jupe et coula sur le carrelage. Halètement. Puis rire. La voix de David la frappa. Elle s'est vraiment fait pipi dessus. Sarah éclata de rire en sortant son téléphone. Oh mon Dieu, regarde. Elle a 14 ans et elle s'est fait pipi dessus. C'est de l'or. Certains élèves se couvraient la bouche. D'autres détournaient le regard, choqués. Personne ne s'avançait. Anna passa à l'action. Clara, tout va bien. Viens, on va te nettoyer. Mais Clara s'est effondrée, en sanglotant, le visage enfoui dans ses mains tandis que la foule de la cour de récréation la regardait bouche bée. Le téléphone d'Anna sonna. Elle le décrocha. Margaret, ta fille vient de... Avant qu'elle puisse terminer, Margaret apparut, le visage rouge, essoufflé, repoussant les enfants tandis qu'elle courait vers Clara. Le mal était fait. Mais pour la première fois, les fissures dans l'histoire commençaient à apparaître. Et la vérité, celle cachée sous la peur, le contrôle et le silence, était enfin prête à éclater. Mon cœur, maman est là. Oh mon Dieu, ils t'ont fait y aller seul, hein? Des monstres. Margaret se laissa tomber à terre, prenant Clara dans ses bras. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essuyait les larmes de sa fille, sa voix se transformant en un cri rauque et angoissé, comme si Clara venait d'être agressée sous ses yeux. Toute la cour de l'école s'est arrêtée net. Tous les regards se sont tournés vers la mère et la fille. Quelques étudiants ont sorti leur téléphone et ont enregistré sans hésitation. Les murmures se propagent comme une traînée de poudre. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette dame? Regarde, Clara a vraiment fait pipi sur sa jupe. Mec, si ça est posté dans le chat de groupe, je vais mourir de rire. Margaret prit Clara dans ses bras, le visage enflammé de fureur. Sa voix résonna, aiguë et désespérée. Je t'avais prévenu. Ne la force pas à rester seule. Tu veux la voir mourir de souffrance? Anna recula, stupéfaite, la bouche entr'ouverte, incapable de trouver les mots. Cet après-midi-là, une vidéo de Clara en train de se mouiller dans la cour de récréation a fait son apparition sur le chat du groupe d'élèves. En quelques minutes, les commentaires ont afflué. Bébé en couche, édition lycée. Il faut que maman aille faire pipi. 14 ans et elle fait pipi dans son pantalon, sans voix. Quand Clara l'a découvert, elle s'est enfermée dans sa chambre. Terrifiée. Paralysée. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas ouvert la porte pendant 3 jours. Margaret veillait dehors,
les yeux cernés par l'épuisement, des cernes creusées sous ses yeux. Elle chassait les voisins curieux. Elle criait au téléphone après le directeur. Personne n'a le droit de poser cette question. Si quelqu'un touche à ma fille, je le poursuivrai tous en justice. Le directeur James Martin se frotta les tempes, la frustration grandissante. Il convoqua une réunion d'urgence avec Anna et l'infirmière scolaire. Ça ne peut pas continuer, dit-il d'un ton sec. Clara a besoin d'un soutien psychologique. Anna parla prudemment. Je suis d'accord. Mais sa mère refuse de coopérer. Elle rejette tout. À la moindre allusion à une thérapie, elle la rejette. Elle a dit. Anna hésita, que sa fille n'avait besoin que d'elle. Que personne d'autre, surtout pas les médecins, n'était autorisé à s'approcher. Les rumeurs à l'école ont explosé. Les parents ont commencé à exprimer leur colère. Si cette fille a de graves problèmes psychologiques, pourquoi l'école ne fait-elle rien? Et si elle était dangereuse? Qui en assumerait la responsabilité? Margaret est devenue une épine dans le pied de tout le monde, mais elle est restée provocante et obsessionnellement protectrice envers Clara. La nuit, dans leur appartement exigu, Clara était recroquevillée dans un coin de sa chambre. Margaret, assise près du lit, murmurait dans le noir. « Ne t'inquiète pas. Maman ne laissera personne te toucher. Le monde extérieur est rempli de gens maléfiques. » Mais ces mots, censés l'apaiser, ne firent qu'accroître la peur de Clara. Chaque fois qu'elle s'imaginait loin de sa mère, son souffle s'accélérait, son corps tremblait. L'idée d'entrer seule aux toilettes, de retrouver ses camarades. Elle ne pouvait pas le supporter. Devant la porte, Margaret la verrouilla de l'extérieur, les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. « Ils ne comprennent pas, murmura-t-elle. Personne ne comprend. » Les jours qui ont suivi l'incident de la cour d'école ont semblé surréalistes. En 8e année, les murmures régnaient. Les élèves murmuraient. Les professeurs s'inquiétaient. Et Margaret? Elle a construit un mur plus haut, plus épais, autour de sa fille. Un matin, pendant les cours, Madame Anna entra, l'air sombre. Elle appela Clara à l'infirmerie pour un examen de santé de routine, avec les autres élèves. Margaret était déjà à la grille de l'école, son regard perçant et méfiant habituel scrutant le moindre mouvement. Mais cette fois, même la patience de l'administrateur commençait à s'amenuiser. Le directeur James Martin se tenait près du bureau de l'infirmière, tendu. Il s'adressa doucement à Anna. « On ne peut plus tolérer ça. On ne peut pas laisser un parent interférer avec les examens de santé obligatoires. » Anna hocha la tête à contre-cœur et s'approcha de Margaret. Elle garda une voix calme et respectueuse. « Madame Margaret, aujourd'hui, c'est le dépistage sanitaire à l'école. Seul le personnel médical et les enseignants sont autorisés à entrer. » Les doigts de Margaret serraient plus fort son sac. Ses yeux brillaient d'une fureur glaciale. « Je ne la quitterai pas. Je sais ce que vous essayez de faire. Personne n'a le droit de toucher à ma fille. » Clara se tenait derrière sa mère, serrant sa chemise, les yeux écarquillés, paniquée. L'infirmière en chef Hélène, aux cheveux argentés et au regard perçant, s'avança. Son ton était sévère mais posé. « Madame Margaret, je procède aux examens de santé. Tout est géré avec professionnalisme, sous la supervision des enseignants. Mais si vous persistez à intervenir, nous devrons faire appel aux autorités. » Margaret fit une moue. « Je vous poursuivrai en justice. Vous tous. Je connais mes droits. Si quelqu'un touche à Clara, si quelqu'un pose la main sur elle, je jure que je ne laisserai pas passer l'affaire. » La dispute s'envenima. Les voix s'élevèrent. Les élèves jetèrent un coup d'œil depuis le fond du couloir. Les enseignants se rassemblèrent. Anna a réessayé. « Madame Margaret, s'il vous plaît, c'est obligatoire. Si vous ne coopérez pas, l'école devra prendre des mesures supplémentaires. » Margaret hurla. Elle ouvrit la porte de l'infirmerie, entraînant Clara avec elle, la voix déchirée par la panique. « Personne ne touche à ma fille. Personne. » Le directeur James s'avança. Sa voix était tendue, raide comme du fer. « Ça suffit, Margaret. Si ça continue, nous n'aurons d'autre choix que de contacter les services de protection de l'enfance. » Le couloir devint silencieux. À bout de souffle. Gelé. Margaret tremblait de tout son corps. Son regard fou scrutait les visages qui la fixaient.
Elle serra Clara plus fort, murmurant « Tu ne comprends pas. Personne ne comprend. » Clara se serra contre sa mère, le visage strié de larmes, tout son corps tremblant. L'infirmière en chef Hélène prit Anna et le directeur James à part. Sa voix était basse mais ferme. « Il faut signaler ça, » murmura-t-elle. « Il y a des signes évidents, quelque chose ne va vraiment pas. » James hocha la tête d'un air sombre. « Convoquez une réunion d'urgence. Nous avons besoin d'aide extérieure. » L'école a commencé à rassembler des données. Une agence de santé indépendante a été contactée. Des murmures d'inquiétude ont résonné dans la salle des professeurs. L'entraîneur Daniel secoua la tête. Cette fille a clairement besoin d'aide. Mais la mère? Elle agit comme si on essayait de la tuer. Madame Martha, professeure de musique, ajouta doucement, j'ai entendu dire qu'il était arrivé quelque chose à Clara à la maternelle. Quelque chose de grave. Mais personne ne connaît toute l'histoire. Cet après-midi-là, un homme d'âge moyen vêtu d'un vieil uniforme de sécurité est apparu à la porte de l'école. Thomas, ancien agent de sécurité de l'ancienne école maternelle de Clara. Il rencontra Madame Martha, l'expression lourde. « Tu te souviens de Clara » demanda-t-il doucement. « Elle est ici maintenant. Dans cette école. » Martha fronça les sourcils. « Oui, pourquoi ?» Thomas jeta un coup d'œil autour de lui et baissa la voix. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Lors d'un examen médical de routine. Je crois qu'elle a été blessée. Martha se figea. Que as-tu dit? Tu es sûr? Thomas hocha la tête, le visage assombri par le poids de vieux souvenirs. Je n'étais qu'un garde. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière les portes. Mais j'ai vu l'ambulance. Sa mère, elle a perdu la tête ce jour-là. Après ça, tout est devenu silencieux. Personne n'a osé poser de questions. Martha n'a pas perdu de temps. Elle a prévenu le directeur James. La révélation a fait pencher la balance. L'école a contacté l'agence sanitaire. Une évaluation indépendante a été organisée. Le spécialiste a désigné Alexandra, une psychologue pour enfants expérimentée, connue pour son calme et sa fermeté. Le jour où Alexandra est arrivée, l'atmosphère était chargée de tension. Margaret la repéra instantanément. Son visage se tordit de terreur. Elle se précipita en avant, bloquant le passage. « Que faites-vous? Personne n'emmène ma fille. Personne ne la touche. » Alexandra resta calme. « J'ai besoin de parler à Clara en privé. C'est une demande impérative. » Margaret s'effondra au sol en hurlant, faisant semblant de s'effondrer. « Ils prennent mon bébé. Ils lui font du mal. » Les élèves se sont rassemblés. Les parents ont chuchoté. Les téléphones ont filmé. Le jugement a envahi l'air. La sécurité fut appelée. Margaret fut doucement mais fermement éloignée de l'entrée. Clara, tremblante, fut conduite dans une pièce privée. À l'intérieur, elle tremblait, ses yeux se déplaçant partout. Alexandra s'assit en face d'elle, la voix douce comme de la soie. « Clara, ça va. Je veux juste parler. Ta mère est juste dehors. » La voix de Clara était un murmure entrecoupé. « Elle, il faut qu'elle soit là. » Alexandra sourit doucement. « Elle est tout près. Mais pour l'instant, peux-tu me dire ce qui te fait si peur ?» Clara tressaillit, les poings serrés sur ses genoux. Puis, soudain, elle fondit en larmes. Les sanglots jaillirent de sa gorge par à-coups. « La dernière fois, le docteur m'a fait mal. Maman a dit, je ne peux le dire à personne. » Alexandra se figea, son cœur se serrant. Elle prit rapidement des notes, sa voix tremblant légèrement. « Tu te souviens de ce qui s'est passé? Qui t'a fait du mal? » Clara secoua la tête, les larmes coulant sur son visage, son petit corps secoué de sanglots qu'elle ne pouvait plus contrôler. Alexandra a terminé la séance le cœur lourd et avec une conclusion préliminaire. Clara présente des signes de stress post-traumatique sévère. Une enquête urgente sur son dossier médical initial est nécessaire. L'information s'est rapidement répandue jusqu'au conseil scolaire. Une enquête à grande échelle a été lancée. Le masque du passé commençait à se fissurer. Et les secrets que Margaret avait enfouis pendant des années ne restaient plus cachés. Cet après-midi même, le conseil scolaire s'est réuni. L'atmosphère à l'intérieur de la pièce était lourde, tendue.
Le directeur James Martin était assis à la tête de la longue table en bois, ses doigts tapotant anxieusement contre sa surface rayée. À côté de lui était assise mademoiselle Anna, l'infirmière en chef Hélène et la psychologue Alexandra. Nous ne pouvons pas ignorer la déclaration de Clara, commença Alexandra, la voix aiguë mais les yeux pleins de tristesse. Elle présente clairement des symptômes de traumatisme profond. Je recommande vivement une consultation urgente de ses antécédents médicaux. Hélène hocha la tête, le visage pâle. J'avais des soupçons depuis longtemps. Mais sa mère? Margaret intervenait toujours. Elle bloquait toute tentative d'examen plus approfondi. Cette fois, nous, avoir donné suite. James soupira, baissant les yeux vers l'épais dossier devant lui. Son expression était sombre. Mais l'hôpital où Clara a été emmenée refuse de coopérer. Ils prétendent que les dossiers sont trop anciens pour être récupérés. C'est une dissimulation, dit Alexandra en serrant les dents. J'ai déjà vu cette excuse. Il cache quelque chose. Anna se pencha en avant, sa voix était basse mais urgente. J'ai entendu dire par Madame Martha qu'un ancien agent de sécurité, Thomas, travaillait à l'école maternelle ce jour-là. Il pourrait savoir quelque chose d'important. James fit un signe de tête brusque. Trouvez-le. Recueillir une déposition complète. Nous avons besoin de chaque pièce du puzzle. Le lendemain, Thomas a été invité à l'école. Il était assis nerveusement sur une chaise, tordant sa vieille casquette dans ses mains, son visage marqué par des années de culpabilité. Je me souviens très bien de ce jour-là, dit-il à voix basse. Clara n'avait que 4 ans. Elle a été emmenée à l'infirmerie après un examen de routine. Peu après, une ambulance est arrivée. Elle a été emmenée, en sang. Les mains d'Hélène se serrèrent. Un saignement? Mon Dieu! Thomas hocha la tête solennellement. C'est vrai. Je l'ai vu. Le sang a imprégné son uniforme. Sa mère, Margaret, s'est effondrée. Elle n'arrêtait pas de crier. Je ne sais pas quel médecin l'a examinée, mais, j'ai entendu dire que c'était Frédéric Ross. Un pédiatre. Alexandra se figea à l'évocation du nom. Frédéric Ross. Elle le connaissait bien. Un nom respecté dans le domaine. Mais aussi entouré de plaintes chuchotées ou d'allégations de mauvaise conduite restées sans réponse. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'enquête, murmura James, la voix crispée par la frustration. L'hôpital a tout caché, dit Thomas avec amertume. Margaret a bien porté plainte. Mais les documents ont disparu. Et elle s'est retirée. Elle est devenue quelqu'un d'autre après ça. Il baissa la voix. Quelques mois plus tard, j'ai été transféré. On nous a dit de ne jamais poser de questions. De nous taire. Alexandra expira en tremblant, ses yeux brûlants de détermination. Je retrouverai les anciennes infirmières de ce jour-là. Nous volonté, aller à la vérité. Après des efforts incessants, Hélène a réussi à localiser Madame Karen, une infirmière à la retraite qui avait travaillé ce quart-là. Karen, la soixantaine, les a accueillis dans sa modeste maison de la banlieue de Boston. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en arrière, sa silhouette était élancée, mais son regard était vif. Alerte. Elle sortit un vieux carnet de service, les pages jaunies, tremblantes alors qu'elle les feuilletait. Tiens, dit-elle doucement. Ce jour-là. Clara monsieur 4 ans. Urgence pour une déchirure du périnée. Le souffle d'Hélène se bloqua dans sa gorge. Mon Dieu. J'ai seulement 4 ans. Karen hocha la tête, sa voix lourde de chagrin. Je m'en souviens comme si c'était hier. Margaret, sa mère, était hystérique. Elle voulait porter plainte. Mais un membre du conseil d'administration de l'hôpital est intervenu. On lui a dit que faire des histoires nuirait à la réputation de l'hôpital. Ses yeux s'assombrirent. Après ça, les dossiers ont disparu. La plainte a été réglée. Et rien ne s'est passé. Alexandra serra les poings. C'était Frédéric Ross. Il avait être. Karen hésita, puis fit un léger signe de tête. Il bénéficiait d'un soutien indéfectible. Il y avait d'autres plaintes. Le cas de Clara n'était pas le seul. Hélène se tourna vers James, sa voix ferme mais tremblante. Nous avons amplement d'arguments. Nous devons demander une enquête approfondie. Nous ne pouvons plus laisser cette affaire en suspens. James acquiesça. La plainte officielle fut déposée.
Pendant ce temps, Margaret, inconsciente que la vérité se rapprochait, devenait de plus en plus erratique. Elle a resserré son contrôle sur Clara. J'ai verrouillé la porte de la chambre. J'ai refusé de la laisser sortir. Ne me quitte pas, chérie, murmura sa voix à travers la porte, frénétique. Dehors, c'est plein de gens maléfiques. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Mais cette surprotection désespérée n'a fait que pousser Clara plus profondément dans l'étouffement. Jusqu'à l'épuisement. Les voisins ont commencé à chuchoter. Je n'ai pas vu cette fille sortir depuis des jours, a déclaré Madame Lucie à une amie. Les lumières sont allumées toute la nuit. J'entends des pleurs. Pauvre enfant. Un rapport a été déposé. La police et les services de santé mentale sont intervenus rapidement. Ce matin-là, les forces de l'ordre, le docteur Alexandra et une équipe de soutien psychologique sont arrivés à l'appartement de Margaret. La porte était verrouillée. Les rideaux tirés. Alexandra a frappé. Madame Margaret, veuillez ouvrir la porte. Nous sommes ici en vertu de l'autorisation légale pour surveiller Clara. De l'intérieur la voix de Margaret, aiguë et paniquée. Personne n'a le droit de la toucher. La police n'avait pas le choix. La serrure a été forcée. Quand la porte s'ouvrit en grand. Ils ont gelé. Clara était allongée immobile sur le lit, le visage pâle, la respiration superficielle. Margaret s'accrochait à sa fille, les yeux écarquillés, ses larmes coulant rapidement. Les voisins se sont rassemblés. Des murmures ont résonné. Ils disent que la fille n'a pas mangé depuis des jours. Elle l'a vraiment enfermée. Les médias sont arrivés. Caméra. Journaliste. Lumière clignotante. Margaret, pâle et échevelée, sanglotait sur le pas de la porte. Un journaliste s'avança, la voix aiguë. Qu'avez-vous à dire sur le fait d'emprisonner votre propre fille? De la faire vivre comme une prisonnière? La voix de Margaret se brisa, à peine audible. Si vous aviez déjà vu votre enfant allongé sur une table d'opération, saignant comme ça, vous ne laisseriez personne la toucher non plus. La pièce devint silencieuse. Personne n'a ri. Personne ne s'est moqué. Seul le poids de la douleur non guérie subsistait. Il a fallu du temps et de la tendresse pour faire sortir Clara de l'appartement. Elle était à peine consciente. Sa peau était pâle et sa respiration était superficielle. Alexandra l'examina rapidement. Elle est dans un coma léger. Stress aigu. Épuisée. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Margaret s'est précipitée. Non. Tu ne peux pas la prendre. Je suis sa mère. Je suis la seule à pouvoir la protéger. L'officier Luc est intervenu, ferme mais doux. Margaret. On doit le faire. Pour la sécurité de Clara. Non, cria-t-elle, les yeux hagards. Vous êtes tous des monstres. Le docteur Alexandra soutint le regard brisé de Margaret. Sa voix était douce mais ferme. Je comprends ta douleur. Mais elle souffre maintenant. Tu dois nous laisser l'aider. Clara a été placée sur une civière, escortée jusqu'à l'ambulance sous surveillance. Margaret s'est effondrée sur le trottoir, se tenant la tête et sanglotant de manière incontrôlable. Les murmures continuaient. Cette pauvre fille. La mère a perdu la raison à cause du chagrin. C'est tragique, vraiment. La nouvelle de l'intervention s'est répandue rapidement. Les gros titres en ligne criaient. Une mère accusée d'avoir emprisonné sa fille dans le cadre d'une dissimulation choquante d'abus. Mais sous chaque titre. Sous la colère, le blâme, le jugement. Énonçons une vérité simple. Un enfant avait enfin été vu. Et pour la première fois. L'aide était arrivée. La jeune fille de 14 ans, enfermée à l'intérieur pendant des années par sa propre mère, gisait inconsciente dans un lit d'hôpital alors que la terrible vérité du cas de Clara M.S. survenue une décennie plus tôt dans le Mississippi, commençait à émerger. À l'hôpital, Clara était suivie de près par une équipe de médecins et de professionnels de la santé mentale. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement repris conscience, ses signes vitaux étaient temporairement stables. Le docteur Alexandra et l'infirmière Hélène restaient à son chevet, leur voix étouffée par l'inquiétude. Elle aura besoin d'une thérapie psychologique intensive, murmura le docteur Alexandra, les yeux embués d'inquiétude. Un traumatisme prolongé comme celui-ci, s'il n'est pas traité, aura des conséquences dévastatrices. Hélène hocha la tête,
l'air pensif. J'ai remis un rapport complet aux autorités chargées de l'enquête. Ils fouillent tous les anciens dossiers médicaux de Clara. Cette fois, personne ne pourra l'enterrer. Parallèlement, l'ancien hôpital où Clara avait été admise pour la première fois à l'âge de 4 ans a finalement subi une forte pression de la part des médias et des agences gouvernementales. Forcée de coopérer, l'institution ne pouvait plus se réfugier dans le silence. Karen, infirmière à la retraite, sortit son carnet de service poussiéreux, les doigts tremblants en feuilletant les pages jaunies. « Le voici », murmura-t-elle. Ce jour-là, Clara M a été admise avec un diagnostic de lacération paranale, probablement causée par un instrument d'examen gynécologique. Le médecin traitant était le docteur Frédéric Ross. Les mains du docteur Alexandra se crispèrent sur le dossier, le regard brûlant de fureur. Frédéric Ross. Ce nom doit être traduit en justice. Lorsque les journalistes ont abordé le docteur Ross, il a gardé un calme troublant, affichant même un sourire suffisant. J'ai suivi la procédure médicale standard. Les accidents arrivent. Essayez-vous de diffamer un médecin chevronné? Mais ces minces excuses n'ont eu aucun poids une fois que les anciens dossiers de l'hôpital et les témoignages ont commencé à faire surface. À l'école de Clara, le directeur James Martin a tenu une conférence de presse d'urgence. Sa voix était ferme sous les flashs des appareils photo. Nous soutenons pleinement les autorités dans leur quête de la vérité. La santé et les droits de nos élèves sont notre priorité absolue. L'opinion publique commença à changer de cap. Les parents qui, par ignorance, ridiculisaient Clara par le passé, chuchotaient désormais avec sympathie. Dans les groupes de discussion pour parents, de nouvelles voix émergèrent. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait vécu un tel traumatisme. Maintenant, je comprends pourquoi sa mère était si terrifiée. Pauvre enfant. Elle a clairement été victime d'une série d'échecs. Pendant ce temps, Margaret, la mère de Clara, était convoquée pour un interrogatoire. Elle était assise seule dans la salle d'interrogatoire stérile, les poings serrés, le regard rouge et lointain. Sa voix tremblait lorsqu'elle parlait. « Je voulais juste protéger ma fille. Tu ne comprends pas. Ce jour-là, il y avait du sang entre ses jambes. Je ne pouvais plus laisser personne la toucher. » La voix de l'agent Luc était douce mais ferme. « Nous comprenons votre peur, mais la façon dont vous l'avez gérée n'a fait qu'empirer les choses. Il est temps que la vérité éclate. » Margaret baissa la tête. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. L'enquête s'est rapidement élargie. D'autres victimes, celles qui avaient autrefois porté plainte contre le docteur Frédéric Ross, ont commencé à se manifester, encouragées par le mur de silence qui s'effritait. De retour à l'hôpital, l'état physique de Clara s'améliora peu à peu. Mais son mental restait fragile. Un après-midi, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Elle cligna des yeux face à la pièce d'un blanc immaculé et trouva le regard doux du docteur Alexandra qui l'attendait. « Qui es-tu » demanda doucement Clara, d'une voix sèche et rauque. Alexandra sourit tendrement et lui prit la main. « C'est moi qui t'aide à sortir de l'obscurité. Tu es en sécurité maintenant, Clara. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis des années, une faible lueur d'espoir brilla en elle, infime, mais vivante. Dans le couloir, Margaret était assise, affalée sur un banc de métal froid, le visage tiré et hanté. Malgré les critiques publiques et l'enquête acharnée, elle ne pouvait que répéter les mêmes mots entrecoupés. « Je voulais juste protéger ma fille. » Mais la vérité ne pouvait plus être cachée. La société commençait à percevoir la réalité tragique derrière ce qui avait autrefois semblé être de la folie. Lorsque la nouvelle du grave traumatisme subi par Clara à l'âge de 4 ans a éclaté, la nation a été bouleversée. Les gros titres des journaux et des télévisions ont fusé. Une fillette de 4 ans souffre d'une déchirure paranale suite à un accident médical présumé. La vérité enterrée pendant une décennie. Le vétéran docteur Frédéric Ross accusé d'abus de pouvoir. Une vague de plaintes a déferlé contre l'hôpital où l'incident initial s'était produit. Le long silence s'est enfin effondré. Des journalistes campaient devant les portes de l'hôpital, caméras et micros prêts. Parmi eux, une femme aux cheveux argentés coiffée d'une casquette en tissu délavé, mademoiselle Karen, l'infirmière à la retraite qui avait osé témoigner. Ils se précipitèrent vers elle, leur voix pressante. « Mademoiselle Karen, pouvez-vous confirmer que le cas de Clara MS est réel? Les dossiers médicaux ont-ils été détruits? Pourquoi le docteur Frédéric Ross a-t-il été autorisé à exercer malgré de multiples plaintes ?» L'expression de mademoiselle Karen se durcit. Sa voix était rauque mais assurée.
J'ai dit la vérité aux autorités. Ce qui est arrivé à Clara n'était pas un accident. Quelqu'un a délibérément tout enterré. Son témoignage a déclenché un incendie qui a ravagé la façade soigneusement construite de l'hôpital. En désespoir de cause, l'hôpital s'est empressé d'organiser une conférence de presse. Mais le public ne croyait plus à ses paroles creuses. Pendant ce temps, la police et les enquêteurs resserraient leurs filets. Ils déterraient de vieux dossiers et interrogeaient tous les témoins possibles. Une sombre tendance se dessinait. Pendant près de 2 décennies, Frédéric Ross avait été accusé de négligence, voire de maltraitance présumée ou des accusations qui avaient toujours disparu sous son influence. Le docteur Alexandra, penché sur la pile de preuves qui s'accumulait, l'air pétrifié, murmura « Il doit payer. » Pas seulement pour Clara, mais pour chaque enfant qu'il a blessé. À l'hôpital, la convalescence de Clara progressait petit à petit. Ses blessures physiques guérissaient, mais sa fragilité émotionnelle demeurait profonde. Margaret avait droit à de brèves visites surveillées. Au moment où elle entra dans la pièce stérile et vit sa fille, fragile, les yeux creux, Margaret s'effondra. « Mon bébé » sanglota-t-elle en tombant à genoux. « Je suis tellement désolée. Je voulais juste te protéger. » Clara se détourna. Elle ne pleurait plus comme avant, mais chaque souffle qu'elle prenait tremblait d'un reste de peur. À l'extérieur de la pièce, le docteur Alexandra parlait doucement à l'infirmière Hélène. « Nous devons libérer Clara de l'emprise toxique de sa mère au plus vite. Margaret a également besoin d'un soutien psychologique. Mais Clara doit être soignée de manière autonome pour guérir. » Les yeux d'Hélène s'adoucirent de tristesse. « Je n'ai jamais vu une mère aussi profondément hantée. » Mais sa réaction, c'était à double tranchant. À mesure que l'affaire a gagné en notoriété nationale, d'autres anciennes victimes ont fait leur apparition. Parmi elles se trouvait Nona, une jeune femme qui avait été, à l'âge de 5 ans, une patiente de Frédéric Ross. Lors d'une conférence de presse, ses yeux étaient d'acier mais assombris par de vieilles blessures. « Il a examiné mes parties intimes quand j'avais 5 ans, dit Nona d'une voix tremblante. Je me suis évanouie de douleur. Ma famille a essayé de porter plainte, mais nous avons été menacés, et les dossiers ont disparu. J'ai vécu avec ce traumatisme pendant des années. Mais maintenant, je ne me tairai plus. » Le témoignage de Nona a déclenché une vague d'indignation publique. Les réseaux sociaux ont explosé. Quelques jours plus tard, la police a émis un mandat d'arrêt contre le docteur Frédéric Ross. Lorsqu'il fut finalement placé en garde à vue, il arborait son habituel masque d'arrogance froide. Mais le léger tremblement au coin de ses lèvres trahissait la peur qui se cachait sous ses yeux. Les journalistes l'ont assailli. « Ressentez-vous des remords? Que dites-vous aux enfants que vous avez blessés? La famille de Clara est en crise à cause de toi, est-ce que tu t'en soucies vraiment ?» Frédéric Ross est resté silencieux alors qu'il était conduit dans la voiture de police qui l'attendait. De retour à l'hôpital, lorsque la nouvelle parvint à Clara, elle s'assit dans son lit, serrant sa fine couverture. « Il a été arrêté » murmura-t-elle. Le docteur Alexandra hocha doucement la tête et lui prit la main. « Oui. Personne ne peut plus vous faire de mal. Vous êtes en sécurité maintenant. » Les larmes emplirent les yeux de Clara, mais cette fois, c'était différent. Une lueur de fragilité, mais de réalité, commença à percer. Pendant ce temps, Margaret affrontait la tempête du jugement public. Certains la condamnaient pour son instabilité, d'autres, en revanche, pleuraient l'agonie insupportable qui l'avait poussée à la folie. Les médias se bousculaient pour couvrir l'affaire, mais Margaret restait cachée dans sa petite chambre louée, hantée par une pensée désespérée. Si vous aviez déjà vu votre propre enfant saigner, vous ne laisseriez personne le toucher non plus. Ces mots ont résonné dans toute la société, forçant la nation à affronter la face cachée de ses institutions et le coût humain des vérités enfouies. Mais la vérité, longtemps refoulée, avait enfin éclaté. Le chemin vers la guérison, bien que tardif, avait commencé. L'arrestation du docteur Frédéric Ross a fait la une des journaux. Dans les journaux, à la télévision et sur les plateformes en ligne, l'histoire de Clara est devenue un symbole, un rappel poignant du prix du silence et de la résilience de ceux qui refusent de rester sans voix. Une semaine plus tard, l'infirmière Hélène brandit le journal du matin, le regard lourd. Elle le tendit silencieusement au docteur Alexandra. « Aujourd'hui, c'est le procès. Tu penses que Margaret va venir ?» Alexandra secoua la tête, les yeux sombres. Elle n'est pas en état d'affronter ça. Et Clara, je ne veux plus jamais qu'elle revoie cet homme. Dehors,
Margaret avait disparu des médias pendant des jours. Elle évitait le regard du monde, confinée dans son appartement délabré. Mais chaque soir, elle fixait une photo de la jeune Clara, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Le jour du procès, une foule s'était massée au palais de justice de Boston. Du côté des plaignants se tenaient de nombreuses familles de victimes, dont Nona, la courageuse jeune femme qui avait témoigné. Du côté de la défense, Frédéric Ross gardait un silence glacial, le visage impassible, ses yeux creux ne trahissant rien. Le représentant légal de Clara, un homme d'âge moyen nommé Samuel, est monté sur le podium. Ma cliente, Clara M., a subi un grave traumatisme physique et psychologique suite à la faute grave du docteur Frédéric Ross alors qu'elle n'avait que 4 ans. Sa famille a porté plainte, mais celle-ci a été enterrée ou étouffée par les dissimulations institutionnelles. L'avocat de Ross a rétorqué. Mon client affirme avoir suivi le protocole médical standard. Les accidents sont malheureux, mais inévitables. Ces accusations manquent de preuves concluantes. Mais ensuite, les documents fournis par l'infirmière Karen, ainsi que les témoignages d'autres témoins, ont commencé à révéler la vérité. Les parents avaient été menacés. Les dossiers médicaux avaient été falsifiés. Le système de santé avait protégé les siens. Un à un, les mensonges ont été dévoilés. Mis en lumière. Frédéric Ross baissa la tête. Il resta silencieux. À l'extérieur du palais de justice, la foule bouillonnait de fureur. De retour à l'hôpital, Clara était allongée sur son lit, les doigts s'agitant avec la couverture, le regard perdu dans le vide, au plafond. Le docteur Alexandra entra doucement et demanda. « Voulez-vous entendre parler du procès ?» Clara secoua lentement la tête, les yeux rouges et gonflés. « Je veux juste ma mère. Mais, elle me fait peur aussi. » Alexandra s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. « C'est normal d'avoir peur. Mais tu mérites aussi de te sentir en sécurité. De vivre, comme tout autre enfant. » Dans le couloir, l'infirmière Hélène observait en silence, le visage assombri par l'inquiétude. « Alexandra, cette affaire est accablante. J'ai peur que Clara vive éternellement dans l'ignorance si elle ne reçoit pas l'aide nécessaire. » Alexandra hocha la tête, sa voix basse mais ferme. « Je n'abandonne pas, Clara doit vivre une vie différente, une vie meilleure. » À cet instant, Margaret apparut discrètement devant l'hôpital. Elle portait un chapeau enfoncé sur son visage. Son corps était fragile, ses yeux étaient creux. Dans sa main tremblante, elle serrait une photo de Clara à 4 ans, les larmes aux yeux. Un agent de sécurité lui a bloqué le chemin. « Désolé, cette zone est interdite. » Margaret s'étouffa. « Je suis la mère de Clara. Je veux juste la voir un instant. » Le garde hésita, puis finit par s'écarter. Margaret se tenait à la fenêtre du couloir, scrutant la chambre d'hôpital. La vue de Clara maigre, pâle, les yeux rougis lui transperça le cœur. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Au tribunal, le procès touchait à sa fin. Le procureur a prononcé les plaidoiries finales. Frédéric Ross a abusé de sa position de médecin, a agi avec négligence grave et a entraîné de graves conséquences. Nous demandons la peine maximale prévue par la loi. La salle d'audience était en émoi. Bien que le verdict n'ait pas encore été prononcé, la justice commençait enfin à prendre forme. La nouvelle parvint rapidement à l'hôpital. Le docteur Alexandra tenait son téléphone, exhalant un soupir de soulagement. Il va enfin payer. Clara demanda doucement, sa voix à peine un murmure. Il ne fera de mal à personne d'autre, n'est-ce pas? Alexandra serra doucement la main de la fille. Non. Je te le promets. À l'extérieur de la pièce, Margaret restait immobile, les yeux fixés sur sa fille. Elle n'entra pas. Elle resta plantée là, les yeux emplis de tristesse et de regret. Dans le cœur de Margaret, des souvenirs cauchemardesques se bousculaient, l'hospitalisation de Clara à 4 ans, le sang, les cris, le désespoir lorsque sa plainte fut enterrée. Tout cela avait transformé Margaret en une mère rongée par la peur et l'obsession. Mais maintenant, en voyant sa fille allongée là, fragile, effrayée, même par sa propre mère, Margaret comprit, il était temps de lâcher prise. Il était temps de laisser Clara libre. Elle a placé la photo de la jeune Clara sur un banc à l'extérieur et a murmuré. « Je suis désolé. Je ne peux plus t'enchaîner à moi. Tu dois vivre. Tu dois sortir de cette peur. » Margaret se détourna et s'éloigna,
sa petite silhouette disparaissant dans la foule. Les ombres du passé persistaient. Mais une faible lueur commençait à briller au bout du chemin de Clara. 3 mois après la fin du procès du docteur Frédéric Ross, condamné à 18 ans de prison, la lourde tristesse qui pesait sur la famille de Clara commença lentement à se dissiper. Malgré les répercussions émotionnelles, la vérité avait enfin éclaté. Le coupable en avait payé le prix. Clara vivait désormais dans un centre de soutien psychologique pour enfants réputé, en périphérie de Boston. L'établissement était lumineux et moderne, avec des pièces lumineuses, des peintures colorées aux murs et des espaces verts et paisibles qui procuraient une sensation de calme à quiconque y entrait. Le docteur Alexandra a personnellement supervisé le traitement de Clara. Elle ne l'a pas pressée. Elle l'a guidée patiemment, pas à pas, pour la sortir de la carapace de peur qui l'avait enfermée si longtemps. Par une matinée ensoleillée de printemps, Clara était assise avec un groupe de filles de son âge dans la salle d'art-thérapie. Autour d'elle, des carnets de croquis, des crayons de couleur, des figurines en argile et d'autres outils pour aider les enfants à s'exprimer sans mots. Clara tenait un pinceau, les yeux hésitants. À côté d'elle se trouvait Ivy, sa nouvelle amie thérapeute, aux cheveux bouclés et gentils. Ivy pencha la tête et sourit doucement. « Je n'ai pas encore commencé à dessiner, dit-elle doucement. J'ai dessiné une maison, et voilà le ciel. Tu peux dessiner ce que tu veux. » Clara murmura. « Je ne sais pas quoi dessiner. » Le docteur Alexandra s'est approché de l'autre côté de la pièce, sa voix chaleureuse et encourageante. « Tu n'as pas besoin de savoir. Dessine juste ce que tu ressens, Clara. » Clara hésita, puis leva lentement le pinceau vers le papier. Ses traits étaient d'abord hésitants, incertains. Mais peu à peu, une image apparut. Une petite fille seule. Et, au loin, la silhouette d'une femme aux cheveux longs, sa mère. Ivy regarda la photo et murmura doucement. « C'est ta mère ? Ça a l'air, si triste. » Clara hocha légèrement la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Alexandra ne dit rien. Elle s'assit simplement à côté d'elle et lui serra la main, lui transmettant chaleur et force tranquille par son toucher. C'était la première fois depuis des mois que Clara osait exprimer son monde intérieur sur papier. Lors des séances suivantes, Clara a suivi une thérapie par le mime, une méthode qui aidait les enfants à exprimer leurs émotions par le mouvement. Au début, elle restait en retrait, accrochée au mur. Mais, grâce aux encouragements d'Alexandra et de ses amis, elle a peu à peu pris de l'avance et s'est jointe au petit spectacle. Lors d'une répétition, Ivy jouait une jeune fille courageuse sortant des ténèbres. Clara jouait l'ombre de la peur. Alors que Clara reculait dans un coin, Ivy tendit la main et dit « Tu n'as plus besoin de te cacher dans le noir. Là-bas, il y a du soleil, il y a du vent, et il y a moi. » Clara marqua une pause. Ses yeux brillaient. Puis, tremblante, elle entra dans la lumière. La salle éclata en applaudissements feutrés. Le docteur Alexandra sourit, le cœur gonflé d'une fierté discrète. Petit à petit, les peurs invisibles qui hantaient Clara depuis des années se dissipaient. 3 semaines plus tard, le docteur Alexandra a pris une décision. Elle a appelé Margaret au centre pour une conversation sérieuse. « Margaret, il est temps de laisser Clara prendre un peu d'indépendance. Elle fait d'excellents progrès. Mais si tu es toujours présente, elle n'échappera jamais complètement à ton ombre. » Margaret parut surprise. Ses yeux brillaient de larmes. « Mais, j'ai peur. » Alexandra adoucit sa voix. « Personne ici ne veut blesser Clara. Mais tu dois aussi apprendre à lâcher prise, au bon moment. Aujourd'hui, laisse Clara entrer seule dans sa séance de thérapie. C'est la première étape. » Margaret jeta un coup d'œil à travers la vitre et vit Clara debout dans le couloir, le visage incertain, ses petites mains serrées. Margaret soupira. Son cœur se serra douloureusement. « D'accord. Je vais essayer. » Alors qu'Alexandra s'approchait de Clara, elle s'agenouilla légèrement et sourit. « Veux-tu entrer seule dans la chambre aujourd'hui ? Ta mère attendra dehors. Elle n'entrera pas avec toi. » Clara se figea. Son regard vacillait de peur. Mais ensuite, elle releva la tête. « Je veux essayer. » Margaret recula doucement, les yeux rouges, les lèvres serrées tandis qu'elle luttait contre les larmes. Clara entra dans la pièce la première fois sans sa mère à ses côtés. C'était un moment calme et fragile, mais un tournant. Le premier vrai pas, vers la guérison. Durant cette séance, Clara participait avec enthousiasme,
son rire résonnant dans la salle tandis qu'elle jouait aux côtés de ses amis. Elle ne se recroquevillait plus de peur. Elle ne paniquait plus à la fermeture de la porte. À la fin du cours, alors qu'elle sortait dans le couloir et que sa mère l'attendait, Clara s'approcha, le visage rayonnant d'une confiance nouvelle. Pour la première fois, elle dit doucement mais fermement. « Tu n'as pas besoin d'entrer. Je veux rester seule. » Margaret se figea, les yeux écarquillés par un mélange de surprise, d'incrédulité et d'émotion vive. Pendant un instant, elle perdit la voix. Elle hocha la tête en tremblant, sans rien dire. Mais au fond d'elle, quelque chose se relâcha, quelque chose qui lui serrait le cœur comme du fer depuis plus de 10 ans. Elle progresse au-delà de toutes mes espérances, murmura Margaret plus tard, la voix tremblante lorsqu'elle regarda Alexandra, la thérapeute. Merci, sincèrement. Alexandra sourit doucement, les yeux brillants d'espoir. Je ne suis pas la seule, dit-elle doucement. Clara a choisi de surmonter sa peur. Ce choix lui appartenait. À la maison, Margaret a commencé à suivre un programme de soutien psychologique destiné aux parents ayant subi un traumatisme. Séance après séance, elle a appris peu à peu à oublier le passé, à laisser à sa fille l'espace et la liberté de grandir comme tout autre enfant, sans le poids des ombres du passé. Dans les jours qui suivirent, le cheminement de Clara vers l'indépendance s'épanouit. Elle est allée en classe toute seule. Elle gérait ses tâches personnelles sans aide. Elle a même participé à des sorties scolaires avec des amis, ce qui semblait autrefois impossible. Un matin ensoleillé, Ivy sourit en regardant Clara monter avec confiance dans le bus scolaire avec les autres. « Tu vois » cria Ivy d'un ton enjoué. « Je t'avais dit qu'il y avait du soleil et du bonheur dehors. » Clara lui rendit son sourire, les yeux brillants. « Ouais. Je veux en voir plus. » Ce soir-là, à la maison, Margaret regardait sa fille à table, riant, mangeant avec joie, discutant au téléphone avec des amis. Pour la première fois depuis des années, son cœur se sentait léger. Comme si un poids immense, le fardeau silencieux et invisible qu'elle portait depuis si longtemps s'était enfin levé. Son regard tomba sur un vieux cadre photo, niché sur l'étagère. Une photo de Clara, 4 ans, figée dans le temps, souriant timidement à l'objectif. Les mains de Margaret tremblaient légèrement lorsqu'elle le ramassa. Elle le contempla un long moment, puis sourit doucement. Elle rangea la photo dans un tiroir et le referma doucement, comme pour clore un chapitre. Un chapitre qui ne les définissait plus. L'histoire de Clara est un profond rappel. Cette douleur, si elle n'est pas correctement guérie, devient une chaîne invisible qui peut emprisonner silencieusement une vie. Cet amour, sans compréhension et sans le courage de lâcher prise, peut devenir la cage la plus terrifiante. Parfois, pour protéger ceux que nous aimons, l'acte le plus courageux n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher prise. Ce n'est qu'en faisant face à la vérité et en apprenant à faire confiance à nouveau que nous pourrons sortir de l'obscurité et retrouver la lumière et la liberté que chaque être humain mérite. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous remercions sincèrement de votre présence. À très bientôt.